Avant de passer la parole à Arnaud et à Igor, je voudrais juste vous dire, on a reçu un mail d'un étudiant russe à Paris. Vous vous souvenez qu'on avait dit il y a quelques jours que les étudiants russes à Paris ne pouvaient plus ouvrir, enfin pas à Paris, en France, ne pouvaient plus ouvrir de compte en banque. En fait, on a reçu un mail de l'un d'entre eux qui nous dit que 3 étudiants russes sont arrivés récemment à ouvrir un compte en banque au Crédit Agricole, alors dans l'est de la France, et ce qui veut dire qu'ils peuvent le faire. Donc, j'espère qu'il n'y a pas que le Crédit Agricole qui ouvriront des comptes en banque aux étudiants russes, mais en tout cas, sachez que il semble que ce soit une solution. Donc, merci toujours je parle des étudiants russes en France, n'hésitez pas à nous envoyer des mails pour nous faire part de vos difficultés ou au contraire de ce que vous avez réussi à faire, ce qui est quand même une bonne nouvelle. Voilà. Arnaud, on va te passer la parole. Arnaud, quelles sont les sanctions du jour? Une journée sans sanction, exceptionnellement, mais avec un certain nombre de nouvelles économiques et politiques importantes. Je vais commencer par l'économie, d'abord pour dire que contrairement à ce qui avait été anticipé par certains observateurs ou agences de notation, le défaut de la Russie sur sa dette souveraine n'a pas eu lieu aujourd'hui en tout cas. Le ministère russe des Finances a annoncé avoir envoyé un ordre de paiement à Citibank pour le paiement de coupons sur des eurobonds de 117 millions de dollars. On n'a pas les détails techniques, on n'a pas encore confirmation que l'argent est bien arrivé, mais il est probable que les autorités russes aient arbitré et aient préféré déroger à la règle qu'elles avaient énoncée la semaine dernière, c'est-à-dire pas de versement en devise à des émetteurs issus de pays inamicaux. Et j'observe que par ailleurs, certaines grandes entreprises russes ont été autorisées, elles aussi, à faire des remboursements en devises. Gazprom, Rosneft il y a quelques jours et ce matin Severstal. Donc peut-être un signe de souplesse de la part des autorités russes qui considèrent que un défaut ne serait pas du meilleur effet et que finalement 117 millions de dollars, ce n'est pas grand-chose, même au regard des réserves amputées de moitié suite au gel décidé par les pays du G7. Donc un signal intéressant, important à confirmer. Que voit-on par ailleurs aujourd'hui dans le paysage économique de la Russie? On voit quelques scènes, alors je ne dis pas que c'est généralisé, mais enfin ça dit des choses en province, dans les supermarchés, des clients qui se ruent sur le sucre. On voit par ailleurs que les particuliers achètent de l'or massivement. C'est très clairement le signe d'inquiétude quant au rouble qui pourtant, depuis 2 ou 3 jours, semble se stabiliser, alors dans des conditions de marché très particulières, mais malgré tout, à 1 pour 115, 1 euro pour 115 roubles. Par ailleurs, Vladimir Poutine a annoncé hier un certain nombre de mesures économiques. Elles sont détaillées dans notre revue de presse quotidienne. Il y en a qui sont spécifiquement adressées aux régions qui, par exemple, ne seront pas tenues de rembourser les prêts octroyés par le ministère des Finances, échéance qui arrivait dans le courant de l'année. Autre déclaration de Vladimir Poutine d'aujourd'hui sur la Crimée. Vladimir Poutine a dit que finalement, au vu des nouvelles conditions, les grands groupes russes pourraient désormais s'intéresser à la Crimée, sous-entendu puisqu'ils sont frappés par d'autres sanctions par ailleurs. Quelques mots sur le contexte politique. J'y ai fait allusion hier rapidement au discours de Vladimir Poutine, un discours dans lequel il s'est exprimé assez longuement sur l'origine de la crise en Ukraine, sur les raisons ayant motivé sa décision. Il a aussi beaucoup parlé de l'Occident et de la société russe. Et il y a une phrase que je voudrais citer parce qu'elle me paraît importante. Et elle est considérée apparemment comme importante par pas mal de gens en Russie. J'ouvre les guillemets et je cite « Oui, sans aucun doute,
ils, les Occidentaux, vont essayer de miser sur ce qu'on appelle la cinquième colonne, sur les traîtres à la nation, sur ceux qui gagnent de l'argent ici, chez nous, mais qui vivent là-bas, et ils vivent pas au sens géographique du terme, mais en pensée, par leur conscience d'esclaves. Voilà, je livre à votre réflexion cette phrase du président Poutine prononcée hier, 16 mars, devant les responsables gouvernementaux et des régions. Deux autres signaux politiques qui vont dans le même sens. D'une part, Andrei Tourtchak, l'un des grands responsables du parti Russie Unie, parti présidentiel, a appelé au renvoi d'Arkady Dvorkovitch de son poste de la présidence de la fondation Skolkovo. On en avait parlé il y a quelques jours. L'ancien vice-premier ministre avait déclaré que ses pensées étaient avec les civils ukrainiens, je cite, dans un entretien à la presse américaine. Et autre signal, le parquet général de Russie a adressé un courrier à la RANEPA, c'est l'Académie russe de l'économie nationale et de l'administration publique, courrier dans lequel le parquet général indique avoir trouvé des enseignements qui contreviennent, je cite, à la stratégie de sécurité nationale entérinée par Vladimir Poutine. Les procureurs ont trouvé un cycle d'enseignements dont ils estiment qu'ils visent, je cite, à la destruction des valeurs traditionnelles de la société russe et à la déformation de l'histoire. Voilà pour aujourd'hui. Si je devais résumer ce dernier bloc, je dirais que les tendances à l'œuvre depuis 2012 et qui se sont singulièrement renforcées depuis l'été 2020 s'accélèrent et s'accentuent. Voilà ce que je pouvais dire aujourd'hui. Merci Arnaud. Igor, sur le plan diplomatique, a-t-on des avancées aujourd'hui? Tu parlais des 15 points d'ailleurs hier. Mais que peux-tu nous dire? Alors, effectivement, hier, pendant ma présentation et des informations qui tombaient un peu au compte-gouttes sur des rumeurs de textes qui seraient en voie d'élaboration, on parlait d'un texte en 15 points qui serait péniblement élaboré par les délégations russes et ukrainiennes. Ces informations étaient données par le Financial Times, ce journal s'appuyant lui-même sur des sources ukrainiennes officielles et dont le négociateur en chef de la partie ukrainienne, donc Mikhail Podolyak, qui est conseiller du président Zelensky. Ces informations ont été non pas, je dirais, démenties par la partie russe ensuite, mais tempérées par le Kremlin, qui expliquait qu'il était un peu trop tôt pour parler de contenu d'un accord. Mais les Ukrainiens ont aujourd'hui, je dirais, persisté en expliquant qu'on était à quelques jours, tout plus une dizaine de jours, qu'un accord soit conclu. Tant et si bien que ce qu'on peut observer, c'est que finalement, les signaux qui s'apparentent à des bonnes nouvelles ont tendance à venir du côté ukrainien ces derniers jours, tandis que les Russes, lorsqu'ils s'expriment, ont plutôt tendance à nuancer, à tempérer ces mêmes signaux. Donc plus de prudence côté russe, qui laisse finalement une impression un peu contrastée, que le processus semble un petit peu peut-être tourner en rond ou piétiner, et que pendant que ce processus fait un peu du surplace ou patine, eh bien, le président Zelensky met à profit ce temps pour faire la tournée des parlements des pays qui soutiennent l'Ukraine. Alors, tournée en visioconférence. Hier, il s'exprimait devant le Congrès américain. Aujourd'hui, il était en visioconférence devant le Bundestag. Et comme je le disais, il sera dimanche en visioconférence devant la Knesset israélienne. Alors, évidemment, il met à profit ces visioconférences pour demander un soutien diplomatique, un soutien économique, un soutien militaire, et demander à ces pays, quand ils le peuvent, d'accentuer la pression sur Moscou. Alors, du côté américain, il a quand même obtenu gain de cause, puisque les États-Unis ont annoncé une aide militaire substantielle pour l'Ukraine, un nouveau paquet d'aides militaires avec de plusieurs centaines de millions de dollars qui va être débloqué à très brève échéance, avec encore des systèmes d'armement comme des missiles anti-chars, des missiles courte portée solaire, des munitions, des cartouches diverses, je ne vous fais pas le détail. Donc c'est des choses qui dans l'absolu fonctionnent, mais évidemment il n'y a toujours pas loin de là, de promesses d'assistance directe de la part de l'OTAN, ce que le président Zelensky attend depuis évidemment très longtemps et que le chancelier allemand a encore réaffirmé aujourd'hui qu'il était hors de question que l'OTAN s'implique directement
dans le conflit. Il y a eu des nouvelles du côté du canal turc, en quelque sorte, puisque, comme je l'indiquais hier, le ministre turc des Affaires étrangères était en déplacement dans la capitale russe. Il a rencontré Sergei Lavrov et aujourd'hui, il s'est rendu à Kiev. Et depuis la fin d'après-midi, on a des informations qui arrivent de sources officielles turques, hein, M. Çavuşoğlu, qui explique que, selon lui, donc selon les sources officielles turques, la Russie ne serait pas contre le fait que la Turquie remplisse le rôle de garant de sécurité pour l'Ukraine, puisque vous savez que l'Ukraine, dans le cadre des négociations auxquelles elle se livre avec la Russie, demande elle aussi des garanties de sécurité, tout comme les Russes demandent des garanties de sécurité, mais à l'égard de l'OTAN. L'Ukraine, elle, veut des garanties de sécurité à l'égard de la Russie pour l'avenir, et donc qui dit garantie de sécurité dit garant de sécurité. Puisque ce n'est pas l'OTAN, puisqu'il n'est pas question que l'Ukraine rentre dans l'OTAN, ça a été dit à plusieurs reprises, il faut trouver un autre acteur qui est prêt à lui apporter ces garanties de sécurité. Beaucoup de monde pensait à la Grande-Bretagne, qui est particulièrement active, particulièrement remontée contre la Russie à plusieurs niveaux, très active notamment avec la Pologne. On voyait se former une forme de barrière orientale avec une espèce d'axe Londres-Varsovie et même à certains égards Ankara, et qui pourrait passer par Kiev. Dans cette perspective, évidemment, peut-être que pour les Russes, finalement, si on voit les Turcs s'emparer un petit peu de ce rôle-là en Ukraine, ce serait un moindre mal d'avoir à discuter avec les Turcs plutôt qu'avec les Britanniques qui sont particulièrement remontés et actifs contre les intérêts perçus de la Russie. Donc visiblement, il y aurait cette possibilité-là. Il y a également eu un entretien entre Vladimir Poutine, un entretien téléphonique entre Vladimir Poutine et le président Erdogan en fin d'après-midi, mais je me suis allé sur le site du Kremlin, je n'ai pas encore trouvé trace de cet entretien, mais c'est là aussi le ministre turc des Affaires étrangères qui affirme qu'il y a eu cet entretien téléphonique. On ne sait pas encore très bien ce qui en est ressorti, mais on peut imaginer que ça va dans le sens toujours de préparer le terrain à une éventuelle hypothétique rencontre qu'on évoquait il y a quelques jours entre les présidents russes et ukrainiens, pourquoi pas en Turquie. Et est-ce que tu penses que ça pourrait arriver rapidement? C'est une question, bien évidemment, à 1 000 euros. 1 000 euros, alors, pas trop mouillé. Non, mais honnêtement, mon impression est très contrastée. Une fois de plus, les bonnes nouvelles semblent arriver de la partie ukrainienne. On pourrait dire qu'une stratégie de communication qui est bien pensée pour un petit peu garder, souffler le chaud et le froid, en quelque sorte. Mais j'ai le sentiment quand même que ça patine un peu. Mais bon, là, il parle d'une dizaine de jours, dans le meilleur des cas. Il y a quelques jours, on parlait de début mai. Bon, on voit que c'est donc une affaire de jours, de semaines, mais ce n'est pas une affaire de mois pour autant. Donc, c'est plutôt l'échéance plutôt assez brève, visiblement. Bon, j'aurais pas mis 1 000 euros, mais c'est pas grave, je sais. Tu les auras si c'est d'ici la fin de la semaine. Ils seront payés en roubles. D'accord. Bon. Oui, comme tous nos paiements ici. Merci Arnaud, merci Igor pour cet éclairage de la journée. Nous avons des questions, donc alors je vais les lire un petit peu dans l'ordre, mais une première concerne les instruments d'automisation en provenance de fabricants européens pour différentes sociétés russes qui peuvent provenir d'Europe, des États-Unis, qui peuvent être acheminés par Dubaï. En fait, je ne sais pas ce que sont ces instruments d'automisation. Certains instruments sont autorisés, d'autres sont interdits, donc il faut regarder sur la liste des sanctions ce qui est autorisé, ce qui est interdit. À partir du moment où c'est autorisé, vous pouvez le faire venir de n'importe où. Si c'est interdit, même de Dubaï, vous n'avez pas le droit de le livrer. Autre précision, dans la question, on voit une liste de groupes pétroliers en particulier. Il y a des groupes privés et des groupes publics, et tous ne sont pas soumis au même régime de sanctions. Les dernières sanctions européennes visent spécifiquement des groupes publics, comme Transneft, Rosneft. Ce n'est pas le cas de Lukoil et de Surgut, qui sont moins frappés. Ceci dit, il y a effectivement des approches sectorielles sur tout ce qui est raffinage, par exemple. Merci de ton éclairage, Arnaud. Une question sur les binationaux. Alors, une société dont le directeur général est aussi responsable comptable de la OOO russe, donc une SARL, filiale d'une société française en Russie,
Que risque-t-il en cas de dépôt de bilan? Et est-ce qu'avec des dettes fournisseurs, on peut saisir ces appartements en compte bancaire, confiscation du passeport? Nous sommes très inquiets. Alors, non, en cas de dépôt de bilan, on peut risquer une annotation. Alors, je crois qu'on ne peut plus devenir directeur général d'une société pendant un certain temps. Confisquer l'appartement, le compte bancaire, théoriquement, non, mais il faudrait regarder quels sont vos statuts, quelles sont les garanties qui ont été apportées. Mais on ne peut pas saisir comme ça un appartement ou des comptes bancaires. Maintenant, c'est quand même une question juridique et il faut consulter un avocat qui puisse regarder tous vos papiers pour pouvoir répondre correctement à cette question. La question des binationalités, par ailleurs, ici, est accessoire parce que la Russie ne reconnaît pas officiellement la binationalité. Donc, tout ressortissant russe sera ici traité par les autorités locales comme un russe, qu'il soit binational, trinational. Tout citoyen russe n'est que russe pour les Russes. Il y a une autre question sur la cinquième colonne. Oui, mais il y en a deux, vas-y. C'est un sujet douloureux d'une part parce que je suis moi-même binational et ensuite parce qu'il y a 20 ans, je travaillais dans les archives des services secrets sur la terreur stalinienne et j'ai l'immense tristesse de revoir aujourd'hui dans les discours officiels, notamment celui auquel Arnaud faisait référence, du même lexique. La cinquième colonne est une expression qui date de la guerre d'Espagne et était extrêmement à l'honneur pendant les tristes années 1937-1938. On n'en est pas encore au terme du cosmopolitisme qui, lui, a été plus utilisé pendant la fin des années 40 et le début des années 50. Mais il est évident ici qu'on revient à des vieilles hantises. En tout cas, les squelettes sortent avec un grand bruit d'ossements du placard. Mais il y a une question sur la cinquième colonne. Je vais y répondre si tu veux. Oui, mais il faut la lire. Alors moi, je ne suis pas binational. Je dirais que bon, la question, est-ce que les Français ayant acquis la nationalité russe, les binationaux, doivent se sentir concernés? J'ai l'impression, c'est une première impression que ce ne sont pas spécifiquement les Français qui sont visés. Je pense que ce à quoi fait référence, par exemple, Dmitri Peskov cet après-midi, c'est d'une part, c'est ce que j'ai mentionné au tout début de nos cycles, c'est-à-dire probablement cette classe moyenne supérieure urbanisée qui, souvent, a fait des études en Occident ou a pu avoir des liens professionnels avec les Occidentaux. Je pense que c'est plutôt ces catégories-là qui sont potentiellement visées ou soupçonnées. Voilà. Dans ce discours qui est un discours à la fois présidentiel, repris par le porte-parole et précédemment par M. Rogozine, donc il devient un discours officiel. Et on pourra apporter un élément de consolation, et tout en abondant dans les paroles d'Arnaud, il s'agit au jour d'aujourd'hui quelque chose d'extrêmement déclaratif. J'avais expliqué hier que la prise en compte statistique des citoyens russes ayant une ou plusieurs autres nationalités est extrêmement rudimentaire et jamais au cours de ces années, aucun document administratif n'a jamais inclus cette ligne dans quelques questionnaires, dans quelques formulaires que ce soit. Donc du jour au lendemain, faire un branle-bas de combat et faire la chasse à tous les bi ou tri ou quadrinationaux du pays représente un effort qui me semble absolument irréaliste. Mais on a une autre question sur les binationaux. On nous dit qu'elle n'est plus vraie depuis le 15 mars. Une nouvelle loi est en place pour pratiquement interdire aux Russes qui ont 2 passeports de vendre et d'acheter des biens immobiliers. La mention d'un 2e passeport devrait faire partie des documents notariés. Je ne sais pas si, Michel, tu as une réponse à cette question. C'est notre invité surprise du jour. Alors, notre invité surprise du jour est Michel Pascalis, qui avait fondé John's Langue LaSalle en Russie il y a quelques années, enfin il y a même très longtemps.
et donc spécialiste immobilier. Alors, la question de vente, de la possibilité de vendre un appartement de la part d'un binational est une chose qui est apparue hier, si je me souviens pas, Ouais. ou avant-hier. Je suis en train de consulter des avocats pour cela et la réponse n'est pas claire. C'est qu'il n'y a pas de texte actuellement. C'est par contre des choses qui peuvent être demandées par les notaires. Et ça a l'air aujourd'hui d'une initiative qui n'est pas régie par la loi, on va dire ça comme ça. Il n'y a pas de loi votée. Il n'y a pas de loi votée à ce sujet-là. La seule loi qui est votée en ce moment, en effet, qui a été votée, c'est celle de l'interdiction aux étrangers issus de pays inamicaux n'ont pas la possibilité aujourd'hui de vendre ou d'acheter des biens immobiliers. Merci Michel. On nous dit, vu de France, il semble que la plupart des entreprises françaises opérant en Russie n'ont qu'une vitrine commerciale. Y en a-t-il beaucoup à avoir une empreinte industrielle avec une unité de production? Les chefs d'entreprise français présents en Russie se posent-ils la question de partir ou rester, notamment ceux des PME, ETI peu médiatisés? Alors, vu de France, l'image est fausse. La position française en Russie économique est très forte. L'empreinte française est très forte. La France est le premier ou le second investisseur. Je parle au moins jusqu'à fin février. La France était le premier ou le second investisseur en Russie, premier employeur étranger. Et il y a 35 sociétés du CAC 40. Vous avez 1200 entreprises françaises, beaucoup d'usines. Et beaucoup d'exportations et d'importations. Donc, il n'y a pas ce n'est pas une vitrine commerciale. Certaines entreprises aujourd'hui, compte tenu de la situation, ne peuvent plus opérer en Russie parce qu'elles ne peuvent pas forcément obtenir tout ce qui est nécessaire pour pouvoir assurer leur production. Ça peut être des composants, ça peut être des matières premières. D'autres ne peuvent plus importer les biens à vendre. C'était le cas, par exemple, des sociétés de luxe. D'autres, par contre, opèrent tout à fait normalement. Alors après, se pose-t-il la question de partir ou rester? Il y a bien évidemment, tout dépend du secteur d'activité dans lequel vous travaillez, tout dépend de ce que vous faites et vendez. Donc oui, c'est des questions que toutes les sociétés se posent et les réponses sont très différentes d'un secteur à un autre. Question sur est-ce que la France livre toujours des visas aux Russes? Oui, absolument. Et ils le font même rapidement. Les binationaux doivent quand même déclarer le fait que depuis une dizaine d'années déjà, ces données pourraient être sorties du placard si nécessaire, sauf c'est ce que disait Pavel. Ce que j'expliquais hier quand j'ai fait ma propre déclaration il y a une dizaine d'années, c'était un formulaire rempli à la main, sans mention de la nationalité autre que la russe. On m'a pas demandé de quel autre pays j'étais ressortissant et le document a atterri sur une caisse en bois où des centaines d'autres formulaires comme ça étaient jetés en pile. Alors le temps que tout ça soit mis sur Excel, à mon avis... La France est considérée comme un pays inamical, oui. Dans le cadre de la loi liée à l'immobilier mentionnée à l'instant, il n'y a pas de loi. Donc, pour l'instant, il n'y a toujours pas de loi. La seule, ou alors c'est celle que vous faites référence pour les étrangers qui n'ont pas le droit de vendre un appartement, qui n'ont pas le droit de céder leurs actifs. Mais il n'y a pas de loi sur les binationaux. Alors, regardez. Je remonte les questions. On nous demande si on a un avis sur le mouvement des jets privés russes vers l'Est. Alors, je ne savais pas qu'il y ait des mouvements de jets privés russes vers l'Est. Je ne sais pas si tu as entendu ça, Igor. En fait, j'ai vu passer effectivement sur les réseaux sociaux, un certain nombre de capture d'images de trackers d'avions qui se déplaçaient, alors à la fois de la flotte officielle russe, avec des mouvements manifestement inhabituels, et d'une part, et d'autre part, effectivement, des jets privés russes, une grosse fortune, qui avaient tendance à prendre le large
Et ça a créé une espèce de mouvement sur les réseaux sociaux. Les gens se demandent qu'est-ce qui se passe. À l'heure actuelle, je suis incapable de vous dire en quelle mesure il faut vraiment prêter attention à ce genre de choses et ce que ça pourrait dire, puisque ça, pour l'instant, c'est encore voilà, sur les réseaux sociaux, ça tourne, mais on ne sait pas encore vraiment comment le décrypter. Donc, je ne peux pas me dire beaucoup plus de choses à ce. Mais oui, je les ai vu passer, j'ai observé, mais je ne peux pas en tirer de conclusion pour l'instant. Une question sur les œuvres d'art vers la Russie. La limite est-elle de 300 €? Parce que je n'en sais rien, parce que ça fait partie du ban des produits de luxe. Les œuvres d'art font partie. Et il y a une limite financière. Alors, on a envoyé un mail hier sur les sanctions européennes et dedans, c'est marqué. Alors, tout le monde n'a pas accès à ce mail. Est-ce que ce mail est sur notre site? Oui, donc ccifr.ru, vous pouvez regarder et il y a la liste des sanctions européennes avec la limite, notamment sur les œuvres d'art. Tu voulais dire quelque chose? Oui, parce que hier, nous avions promis de donner quelques informations supplémentaires sur cette nouvelle vague de sanctions contre les produits de luxe. Est-ce que signifiait réellement le plafond? Et puis, nous avions une question sur le fait de savoir s'il était simplement interdit d'exporter ou également d'exporter et de vendre, comme c'est le cas pour les sanctions américaines. Donc, d'abord, la limite de 300 €, c'est donc le prix d'exportation en France, puisque les organes européens ne peuvent évidemment pas contrôler le prix de vente en local, en Russie. Une question également, pourrait-on contourner ce plafond en exportant un produit beaucoup plus généreux, mais en mettant le prix de 300 €, 290 pour pouvoir l'exporter en Russie? Non, puisqu'il y a une coordination des services douaniers européens qui permettent de regrouper les informations et pour chaque produit de comprendre à peu près quel est son prix sur le marché. Donc 300 € et pas plus. Concernant la vente, donc il n'y a pas de problème, aucun obstacle pour vendre ces produits en Russie parce que les règlements européens ne concernent que les sociétés européennes. Or, tout ce qui est importé appartient aux filiales russes et les Européens, encore une fois, n'ont pas du tout de contrôle sur les produits vendus par des filiales russes en Russie. Donc, uniquement l'export et pas la vente. Et pour la plupart des produits de luxe, plafond de 300 € prix export de France, sauf un certain nombre de produits automobiles, etc., qui sont listés dans le mail auquel Emmanuel vient de faire référence. Donc, prix export de France, c'est bien le prix d'achat des sociétés ici. D'accord. Ce n'est pas un prix de vente. Il y a un prix d'achat. Ce qui veut donc dire qu'on importe à 300 € mais que vous allez vendre à beaucoup plus cher. Voilà. On a des questions, on nous demande, est-ce qu'on nous dit, je me permets des questions, si vous ne les avez pas déjà couvertes ces derniers jours, elles ont été couvertes ces derniers jours, mais on va quand même y répondre. Quels peuvent être les impacts potentiels en cas de défaut de paiement de la Russie sur sa dette souveraine? Il n'y aura pas de défaut de paiement de la Russie sur sa dette souveraine parce qu'ils ont largement de quoi régler leur dette souveraine. La seule chose que la Russie avait dite, c'est qu'ils le feraient en rouble, puisqu'on bloquait leur devise, ben, ils le feraient en rouble. Mais en fait, ils l'ont fait aujourd'hui, ce que disait Arnaud, ils ont fait un premier versement de 117 millions. Il faut savoir qu'en ce moment, ils ont des rentrées d'argent qui sont de l'ordre de 900 millions à 1 milliard de dollars par jour de vente de gaz. Donc, quand ils doivent payer 117 millions dans le cadre de coupons, si j'ai bien compris aujourd'hui, ils n'ont aucun problème pour régler leurs dettes. Donc, il n'y aura pas de défaut de paiement. La seconde question était les avancées potentielles du projet de loi proposé à la Douma d'imposition pour les binationaux. Ben, on vient de parler de cela, donc voilà. Excusez-moi, on regarde les questions. Est-ce qu'on a des nouvelles sur les aides potentielles pour les sociétés présentes en Russie de la part de l'État français? Il n'y en a pas, à ma connaissance. Il y a peut-être des aides en France pour les sociétés françaises qui ont une filiale en Russie, je n'en sais rien. Mais en tout cas,
en Russie, il n'y a pas d'aide de l'État en tant que tel, de l'État français. On peut en obtenir certaines d'ailleurs de l'État russe, mais bon, il ne faut pas compter beaucoup dessus. Alors, faut-il une raison particulière et démontrable pour baisser les salaires de 30% de nos salariés? On a du cash, mais le siège le demande. Oui, enfin, on ne peut pas. Je ne sais plus quelle est la loi pour baisser de 30% les salaires, mais à mon avis, vous ne pouvez pas le faire comme ça, et ça ne sera pas forcément très bien perçu. Donc, et là, c'est encore une question juridique, il faut voir ça avec vos juristes. Quelles sont les plus grosses problématiques finalement pour les entreprises françaises qui ont décidé de rester et qui opèrent à l'international? Sont-elles plutôt financières avec la restriction apparente des transactions ou bien en termes de sourcing de produits qu'ils peuvent importer en Russie, de possibilités d'exporter de Russie à des pays inamicaux? En fait, on coche toutes les réponses. Elles peuvent être financières, et elles peuvent être bien évidemment un problème de sourcing de produits. Tout dépend du secteur d'activité dans lequel vous travaillez, et tout dépend avec les banques avec lesquelles vous travaillez aussi. Donc, elles peuvent être de toute nature. Arnaud, une question pour toi. Comment accéder aux analyses quotidiennes qu'Arnaud a mentionnées au début de la conférence? Il faut être membre de la Chambre de commerce, à ma connaissance. Voilà. C'est une revue de presse, hein, c'est une revue de la presse russe sur les sujets liés aux conséquences économiques et sociales de la crise actuelle. Voilà. En russe et en français. Merci Arnaud. Une question très différente, mais on nous demande des nouvelles de Maurice Leroy. Maurice Leroy est toujours en Russie. Nous avons eu un conseil d'administration hier soir de la Chambre de commerce et Maurice en fait partie. Il était avec nous, donc Maurice est toujours à Moscou. Alors on nous dit, pourrait-il être un invité surprise? Éventuellement, mais on a des invités surprises qui sont là lorsqu'ils ont des choses à dire. Donc on verra avec Maurice s'il a des choses à dire, sachant que Maurice a toujours des choses à dire. Mais on essaie de le faire venir effectivement. Pardon? Alors, on nous demande, les pertes d'exploitation en Russie peuvent être couvertes par des polices d'assurance, tout risque sauf. Le risque de guerre est toujours exclu, mais les sanctions ne sont pas la guerre. Alors ça, c'est possible, c'est à voir avec vos assurances. Mais je sais qu'il y a des assurances qui couvrent les risques de guerre aussi. Ça existe. Donc là, il faut en parler à vos assurances. Mais je le sais pour l'avoir vu avec une entreprise française qui a une filiale à Moscou et une à Kiev. Et qui est couverte par ce risque de guerre. Donc, ça existe. Une société française possédant une filiale à 100% en Russie peut-elle continuer à fournir des services à une autre société listée? À une des sociétés listées, si toute la prestation est fournie sur le sol russe par des salariés locaux. Je ne suis pas sûr de bien comprendre la question. Je suis désolé, mais je ne suis pas sûr de bien comprendre la question là. Concernant les enseignes de la grande distribution alimentaire française implantées en Russie, comment vont-elles s'approvisionner en produits occidentaux? Devront-elles se tourner exclusivement vers les fournisseurs locaux? Alors, il faut savoir que la grande distribution alimentaire, française ou non, s'approvisionnait, j'ai plus le chiffre exact en tête, mais c'était plus de 90% déjà en Russie. Il y a très peu de produits qui viennent de France. Pourquoi? Parce que les grandes chaînes d'alimentation sont, comme toujours, c'est des produits à bas coût. Et donc, vous n'avez pas des Fauchon, des Édiards, d'ailleurs, qui n'existent même plus en France, si je ne me trompe pas, qui existent ici, où il y en a très peu. Donc, elles se fournissent par des produits locaux. Et ils vont plutôt augmenter
taux d'approvisionnement plus proche des 100% que des 90%. Mais sachant aussi qu'il va quand même avoir un impact sur les prix parce qu'ils s'approvisionnent en Russie, mais avec des produits qui peuvent éventuellement provenir ou dont la composition peut contenir des produits qui ont été exportés. Donc, ça a un impact sur les prix et sur l'inflation. Mais ça, c'est encore un petit peu trop tôt pour le voir. Mais je vois certains produits de temps en temps qui ont augmenté dans nos magasins d'alimentation. Mais ce n'est pas encore très flagrant. Les sanctions sur les exportations vers la Russie de la part des USA et de l'Union européenne sont tombées. Est-ce que les sanctions sur les exportations vers la Russie UK ont été annoncées? Je pense au whisky. Je n'en sais rien. Non, alors pas annoncé aujourd'hui. Donc, on peut toujours importer du whisky aujourd'hui. Théoriquement, oui. D'accord. Donc, et nous avons un spécialiste du whisky avec nous. Nous avons Laurent Pillet, qui est le directeur général de Pernod Ricard avec nous aujourd'hui. Donc, voilà. Et de champagne, nous demande-t-on. Le champagne. Mais de toute façon, c'est toujours dans, alors là, pour le coup, c'est dans la limite des 300 € aussi, le champagne. Hein. Il y a, oui, un prix de départ plus de 300 €. C'est là, oui, donc ça va être. Donc il y aura toujours du champagne en Russie, ce qui est une bonne chose. On ne dit pas des choses pareilles. En fait. Oui, non, il faut bien qu'on boive pour oublier. Donc, il en met une couche. Donc, ne l'écoutez pas. Alors, une question pour Arnaud, Igor. Quel rôle jouent aujourd'hui ceux qu'on appelle les oligarques frappés par de lourdes sanctions? Quel est leur avenir? Je ne sais pas qui veut répondre. Arnaud? Les oligarques, il y a oligarques et oligarques. Il y a oligarques qui s'expriment, mais il n'y en a pas beaucoup. M. Deripaska s'exprime régulièrement. Il l'a fait encore aujourd'hui, appelant à renoncer au modèle, je cite, de capitalisme d'État et de repartir à zéro. Mais il est très minoritaire. Alors, il y a aussi M. Friedman, frappé par les sanctions, qui s'est plaint aujourd'hui de ne plus avoir accès à ses comptes bancaires au Royaume-Uni et de devoir faire le ménage lui-même dans son hôtel particulier de Londres. Bon, mais dans l'ensemble, les oligarques parlent peu. L'autre grand clivage, c'est entre oligarques, je dirais, des années 90 et des 20 dernières années, avec peut-être des positionnements différents, des ressentis différents et des expositions différentes. C'est peut-être ça qu'il faudra suivre, mais de façon générale, je crois que le schéma mental très répandu en Occident, ou plutôt le schéma d'analyse selon lequel imposer des sanctions aux oligarques de façon indistincte finalement, pourrait les amener à, que sais-je, fomenter quelques complots ou voire une révolution en Russie. C'est une vue de l'esprit qui n'a rien à voir avec la réalité, évidemment. À l'inverse, je pense que la situation actuelle ressoude les oligarques dans leur grande diversité autour du pouvoir, un pouvoir dont ils sont de plus en plus dépendants pour leur survie ou leur protection juridique, voire physique. Donc, et accessoirement, le discours d'hier de Poutine, c'était un petit peu ça aussi. C'était un petit peu de clore ce chapitre, ou d'essayer de le clore, ce chapitre de nationalisation, entre guillemets, des élites. Donc, je dirais que les oligarques ne jouent pas et n'ont sans doute pas vocation à jouer un rôle politique en Russie. Pas plus que les militaires, d'ailleurs. Quelle différence entre les deux générations d'oligarques? Mais tu as un peu répondu à cette question, Arnaud. Hein, c'est une question qu'on vient d'avoir. Avez-vous eu vent de volonté de créer des entreprises dans des pays tiers, hors pays inamicaux, donc, pour pouvoir éviter les blocages sur les transactions financières et de biens, en faisant passer les transactions vers le pays amical qui revend ensuite à la Russie et vice-versa vers l'Europe?
Sur les deux destinations qui viennent en tête, c'est l'Arménie avec Erevan et Dubaï. Pour l'instant, c'est les deux destinations vers lesquelles on voit des choses. Il y a aussi sur la Géorgie, mais alors les Géorgiens ont été un peu dépassés par le phénomène, puisque manifestement, dans les retours que j'ai, c'est que lorsque des Russes, notamment, se présentent en Géorgie pour ouvrir des comptes en banque et continuer à prolonger les affaires, on leur demande, ils ont de plus en plus de contraintes administratives et certaines banques leur demandent de signer une déclaration comme quoi ils sont en désaccord absolu avec tout ce qui se passe actuellement en Ukraine. Enfin bref, on leur demande de faire amende honorable, je ne sais pas comment on peut dire ça, de refuser de prendre position sur les aspects politiques de la crise. Ce qui évidemment en dissuade certains de se tourner, de prolonger dans ce pays-là. Mais moi, j'ai entendu beaucoup parler d'Erevan. Il y a beaucoup de choses qui se passent sur Erevan pour simplement continuer à travailler, faire des affaires. Et Dubaï, quand il y a probablement des circuits plus importants, j'imagine, des flux financiers plus importants, probablement. Mais attention à une chose, c'est que ce ne sont pas des contournements de sanctions. Les entreprises étrangères en Russie respectent les sanctions. C'est quelque chose il faut bien comprendre. Elles sont surveillées partout, par tout le monde. Donc, tous les moyens qui existent, si jamais on passe par un pays inamical, c'est que c'est quelque chose de légal et que l'on peut faire. Il n'y a pas de contournement de sanctions fait par les sociétés étrangères en Russie. Ouais, mais là, je parlais bien des Russes qui allaient dans Erevan, c'était pas les étrangers. Et je parle tout le monde, soit les sociétés russes ou les sociétés étrangères, tout le monde est surveillé d'un côté ou d'un autre, donc il faut qu'on fasse attention à cela. Ben, merci, on n'a plus de questions, mais par contre, on a notre invité surprise que vous aviez découvert déjà. Donc, Michel Pascalis, ça fait combien de temps, Michel, que tu es en Russie? Ça doit faire 28 ans à peu près. 28 ans, ça veut dire qu'on est arrivé en même temps, Michel. Voilà. Mais Michel donc, a monté John's Lang la salle en Russie au départ, hein, mais tu as toujours travaillé dans l'immobilier. Voilà, tu voulais nous faire une petite mise à jour. Oui, je voulais simplement profiter d'une chose qui s'est passée hier. Il y a eu une conférence, la première conférence, je dirais, sur l'immobilier, hier, qui a réuni les principaux acteurs de l'immobilier en Russie, en particulier l'immobilier commercial, avec les numéros 1 qui sont venus. Donc, c'était assez intéressant. Je voulais simplement vous en faire part de ce que j'ai, de l'essence, je dirais, de ce... Alors, l'immobilier en Russie, c'est assez important, en particulier si on parle du logement, puisque on compte les constructions de logements l'année dernière se comptaient en plusieurs dizaines de millions de mètres carrés sur l'ensemble de la Russie. Donc, c'est des chiffres qui sont impressionnants. Et forcément, les événements qui sont en cours aujourd'hui bouleversent complètement les règles du jeu. Première conséquence qu'on a vue assez rapidement, de même qu'on l'a vu dans le métier de l'audit, dans le métier dans les entreprises juridiques, les consultants en immobilier internationaux ont pratiquement tous déclaré qu'ils allaient quitter la Russie d'une manière ou d'une autre, c'est-à-dire que les équipes restent, certainement sous d'autres noms, mais des sociétés, dont celle que j'ai créée moi-même il y a 25 ans, qui s'appelle donc JLL, a annoncé qu'elle partirait de Russie. D'accord ? En tous les cas, que l'entité juridique ne serait plus dépendante du groupe. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose que j'ai constatée, c'est un éventail de pronostics sur l'avenir et de projections, je dirais, qui est très, très, très différent entre ceux qui sont très, très peu pessimistes et ceux qui voient, je dirais, des possibilités pour l'avenir. Et donc là, c'est même pas la peine d'essayer de faire un résumé de ces pronostics, mais ils sont vraiment très, très différents. Par contre, ce qui est intéressant, c'est quelles sont les difficultés en fait qu'aujourd'hui le monde de l'immobilier perçoit. Et je dirais qu'il y en a essentiellement trois. La première et la plus importante, c'est que l'immobilier, comme beaucoup d'entreprises, vit en particulier quand on est promoteur, on vit sur des crédits immobiliers, et qu'aujourd'hui, le taux de refinancement de la Banque centrale à 20%, je dirais, ne permet plus d'emprunter pour construire. Et donc, c'est un élément de blocage aujourd'hui de l'immobilier.
Et ce que disent ces acteurs de l'immobilier, c'est qu'ils espèrent beaucoup voir des subventions de l'État qui vont permettre de baisser ces taux, aussi bien au niveau des crédits immobiliers pour les personnes physiques, ce qu'on appelle ici hypothèque. Donc, pour faire baisser à des taux, ils disent peut-être de l'ordre de 12 ou 13%, et qu'au niveau des promoteurs immobiliers eux-mêmes, donc qui devraient avoir peut-être dans certains cas, peut-être pour les grosses entreprises qui sont des entreprises qui sont tellement grosses, qui emploient des dizaines, sinon des centaines de milliers de personnes en Russie, donc pour garder un volume d'affaires, et pour pouvoir leur permettre de ne pas arrêter complètement cette activité. Donc ça, c'est la première chose, c'est bien sûr les taux immobiliers, les taux d'intérêt, pardon. La deuxième chose, ce sont des problèmes logistiques, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les bâtiments qui sont en construction aujourd'hui ont quelquefois des problèmes d'approvisionnement, en ce qui concerne en particulier les pièces d'ingénierie, que ce soit l'air conditionné, que ce soit des sprinklers, que ce soit autre chose. Et donc, il y a des difficultés aujourd'hui à s'approvisionner, aussi bien au niveau du paiement que des chaînes d'approvisionnement elles-mêmes. Et donc, ça crée des problèmes, et ça, c'est des choses que les gens essaient de régler en ce moment. La troisième chose qui est presque un peu plus étonnante, mais qui est importante aussi, c'est en fait le problème des softs. Les architectes, les sociétés d'ingénierie utilisent souvent aujourd'hui en Russie des softs qui sont assez évolués, qui sont très souvent des softs venant de l'étranger ou achetés à l'étranger et maintenus par des sociétés étrangères. Et ces softs, aujourd'hui, il y a des doutes ou des risques que ces softs, tout simplement, ne soient plus maintenus ou qu'on ne puisse plus les faire marcher. Et donc, ça crée un problème de conception, architecturale et ingénierie pour l'immobilier. Donc, voilà ce que je voulais vous dire là-dessus. C'est simplement faire un petit point sur comment les entreprises de ce marché voient leurs problèmes, leur avenir. Merci beaucoup, Michel. Merci beaucoup pour ce petit point. C'est important, la construction est un secteur extrêmement important en Russie. Les Français, d'ailleurs, y participeraient. Mais ce que tu me disais est intéressant, et notamment sur va-t-il y avoir, compte tenu des taux d'intérêt, un soutien de l'État russe? On en parle et on va voir s'il y en a un. Juste une chose sur le lycée français, Alexandre Dumas. Donc, on nous a donné des chiffres. Hein. Alors, à la rentrée 21, il y avait 1200 enfants inscrits. Et au début mars, il y en avait 970 qui étaient toujours inscrits. Mais sur ce nombre, il y en a 300 qui sont à l'étranger, donc qui suivent les cours en distanciel, et 670 encore à Moscou. Selon les données, 2/3 des enfants du primaire et la moitié des enfants du secondaire sont encore scolarisés au LFM malgré la mise en distanciel. Lors de la reprise en distanciel des cours le 16 mars, vous aviez 858 enfants en ligne. Alors, on attend le 1er avril, hein, il doit y avoir une revue de la situation le 25 mars pour savoir s'il va y avoir une reprise des cours en présentiel ou non, et ce que nous espérons. Et sinon, une solution peut-être hybride, et en particulier pour les plus petits. Mais on attend, on vous en donnera un petit peu plus d'informations un petit peu plus tard sur ce sujet-là, lorsque nous aurons reçu, on attend une nouvelle lettre des ministres sur le sujet. Voilà. Pavel? Terminons comme chaque fois notre session par le rappel de l'existence d'une part de notre fil Telegram, CCI France-Russie en un seul mot, de notre hotline@ccifr.ru. Nous organisons le 25 mars à 10h, heure de Moscou, pour nos entreprises membres, un événement intitulé « Sanctions, quelles conséquences pour les entreprises étrangères et russes ?»
avec un certain nombre d'experts qui répondront aux questions juridiques, logistiques, pratiques. Plus d'informations sur notre site ccifr.ru. Nous vous donnons également rendez-vous demain, même heure, même lien, à 17h30 heure de Moscou, pour notre nouvelle session d'information. Il n'y en aura pas pendant le week-end et nous nous retrouverons ensuite lundi prochain, j'espère, avec de meilleures nouvelles. Tenez bon. Et la CCI France aussi est toujours à vos côtés. Merci et au revoir. Au revoir.